Cette semaine à l'émission, on aborde franchement le sujet le moins tabou de notre époque, le sexe. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré à la vie intime des animaux rationnels. Ouh! Parlant d'animal rationnel, une aristotélicienne devant moi, Laurence Godin-Tremblay. Hein? Une rationnelle. Ouais, une rationnelle, oui, ben quand animal même. Et bestial. On s'est dit que ça prenait on ne savait pas ça de toi. Oh, bestial aussi. On s'est dit que ça prenait une thomiste sur le plateau là, pour parler de sexe. Saint Thomas a sûrement abordé ça dans sa somme. Pas sous ce nom-là, pas de cette façon-là, non. Okay. Mais il n'y a pas de traité sur la sexualité. Mais tu sais, j'ai une pensée en dehors de Saint Thomas d'Aquin. Pour vrai? Oui. Ben, c'est ça. Et Laurence existe. Oui, c'est ça. C'est ça. Je ne suis pas qu'une pâle copie. C'est ça. C'est un perroquet de Saint Thomas. Elle est mariée, elle a des enfants, elle est prof, elle est... c'est une jeune femme, là, encore. Là. Bien, je suis vraiment content d'apprendre tout ça. Je n'en savais rien, mais ça tombe bien parce qu'on va avoir besoin de tous ces chapeaux, de toutes ces compétences-là que tu as développées avec le temps, en dehors de Saint Thomas peut-être, et avec peut-être aussi. Bonjour et bienvenue. James Langlois. Bonjour. Grand spécialiste de sexualité. Je sais pas trop, mais en tout cas, je pense que comme nous tous ici sur le plateau... j'ai des enfants, donc ça nous qualifie d'une certaine manière de gens partants. Ouais, donc tu as au moins... Ça dépend c'est quoi au moins être 5 fois. Tu as au moins fait l'amour 5 fois, si mes calculs sont bons. Brigitte... C'est vrai que faire l'amour, c'est juste pour faire des bébés. Ben, d'ailleurs, ça sera une des questions, j'allais dire centrales, mais une des questions inévitables là, du lien entre faire l'amour puis faire des bébés. Est-ce que c'est indissociable? Est-ce que c'est inséparable? En tout cas, rendu à mon âge, c'est dissociable. C'est ça. C'est obligatoirement dissociable. Alors, la voix que vous entendez, c'est la douce voix de Brigitte Bédard. Bonjour, Brigitte. Douce, je sais pas. Là, mais... Oui, quand même. Alors, James et Brigitte, vous êtes journalistes pour Le Verbe Média. Laurence, chroniqueuse régulière quand même à nos émissions et dans nos pages, mais aussi enseignante en philosophie au Grand Séminaire de Montréal. Là, on s'est dit, ça prend une émission sur cette question-là de la sexualité, mais c'est pas un peu devenu, j'allais dire ringard. C'est-à-dire, quoi de moins original finalement qu'un podcast qui parle de sexe? On dirait que tout le monde se lance dans un podcast où on déballe la vie intime. Tu sais, c'est comme si tu veux que ça pogne sur les réseaux sociaux, il faut faire un podcast qui parle de sexe. Ça te fait sourire, Laurent? Ben moi, j'attends la commandite de Eros et compagnie, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Une compagnie de jouets coquins là, qu'on pourrait mettre sur la table ici, en discuter. C'est pas ça l'angle de l'émission, non? Ça vous tente? Non, mais on a l'impression que parce qu'on est dans une société qui parle beaucoup de sexualité, d'ailleurs, tu as commencé en disant on brise le moins tabou. Mais d'une certaine manière, c'est comme la pornographie. Le problème, par exemple, avec la pornographie, c'est pas qu'elle montre trop. Au contraire, c'est qu'elle montre pas assez de ce qu'est vraiment la sexualité. C'est ça. Puis, c'est, je dirais, le véritable tabou dans notre société, c'est que oui, on parle beaucoup de la mécanique et de tous les enjeux qui l'entourent, mais est-ce qu'on a vraiment donné un sens profond à la sexualité qui est ancré dans notre personne puis dans nos besoins fondamentaux qui sont spirituels et affectifs? Je ne crois pas. C'est peut-être ça le véritable tabou. Oui, moi, c'est ce que je pense aussi. Tu es d'accord avec ça, Brigitte? Oui, j'ai rien à rajouter. Ben là, c'est plat. L'émission est finie. Bye! Merci, James. Bon, là, ici, on est 4 croyants. Il y a une espèce de tendance, là, j'allais dire mainstream, là, un courant dominant là, dans plusieurs communautés chrétiennes, qui est de tout voir la sexualité à travers le prisme de la théologie du corps. Est-ce que c'est inévitable? Est-ce que la théologie du corps, c'est cette espèce de corpus de pensée de Jean-Paul II sur la sexualité humaine, sur l'amour conjugal plus généralement aussi? D'ailleurs, vous le remarquez peut-être pas, mais j'ai mis mes chaussettes de Jean-Paul II aujourd'hui. Que j'ai reçu. C'est intéressant parce que tu l'as comme sorti de ton. C'est comme un chaussette coucou. reveal. Ouais, c'est ça. C'est comme un Jack in the Box. Oui.
Un Saint Paul in the boots. Excusez. Saint GP2. Ouais, Saint On salue Jean-Paul II qui nous écoute peut-être de là-haut. Ces chaussettes m'ont été offertes par mon ami Jasmin Lemieux Lefebvre pour mon récent anniversaire, en fait, mon dernier anniversaire il y a 6 mois. Et je me suis dit, je vais les mettre à un épisode d'On n'est pas du monde à propos. Alors, Jean-Paul II est avec nous aujourd'hui. Il n'est pas un peu comme incontournable quand on vient aborder ces questions-là en tant que croyant, mettons. Oh, silence. James. Mais là, je ne veux pas encore prendre le crachoir. Vas-y, c'est pas grave. Tu as le droit de prendre la parole 2 fois en ligne. Là. Ben oui, vas-y, James. Ce qui est incontournable, je pense que oui, parce que c'est sûr que, historiquement parlant, comme catholique, comme chrétien même, on pourrait dire, le rapport avec le corps, avec toutes ces questions sexuelles n'a pas toujours été décomplexé ou ajusté. Il y a moyen de développer facilement un mauvais rapport avec ces choses-là. Puis Jean-Paul II, dans son pontificat, a vraiment contribué à rendre la parole plus signifiante pour les croyants, puis montrer vraiment le sens véritable de tout, pas seulement de la sexualité, mais de tout le corps humain, finalement, dans notre vie, pour le salut, pour le bien-être de notre vie spirituelle. Donc, je pense que c'est de fait incontournable. Brigitte, tu es d'accord avec ça? Ben oui, moi je dirais ça serait triste de le contourner. Mais je trouve que c'est une bonne introduction. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé comme nouvelle convertie, là, que je pourrais dire, là, parce que au niveau de la sexualité, j'avais eu une toute autre vie avant ma conversion, puis je voulais comprendre c'était quoi le vrai sens de la sexualité, puis c'était pas comme on me l'avait dit, que l'Église, c'était des interdits. Vas-y, dis-le ce que tu pensais avant. C'est important qu'on constitue... moi, j'étais quand même une femme libre, j'étais une féministe, puis tout ça, puis j'étais pas... j'étais à voile et à vapeur, comme on disait dans mon temps. C'est la première fois que j'entends ça. C'est vrai, qu'est-ce que ça signifie? Ouais. Ça veut dire bisexuel. OK. À voile et à vapeur. Il y a juste les bi qui comprennent ça. En tout cas, ça, c'était dans mon temps, là. Ça fait longtemps, tu sais, quand j'étais jeune. Mais c'est pour dire que, pour moi, l'Église, avant d'avoir la foi, c'était une série d'interdits. Je ne comprenais pas que la raison... En fait, c'est après ma conversion, en lisant Jean-Paul II, que j'ai compris que, Dieu, il a créé la sexualité. Si je crois qu'il est créateur, il a créé la sexualité, il a créé l'homme et la femme. Donc, tout ce qui est sexuel en nous, Dieu a vu que c'était bon. Donc, il l'a créé. Donc, c'est lui qui veut ça. Il veut qu'on s'unisse, il veut qu'on ait du plaisir. Sinon, parce que ma grande question, c'était pourquoi le clitoris? Je me disais, pourquoi ça existe si c'est pas dans le but de procréer? Il y a sûrement une raison. Donc, le but... Puis même Jean-Paul II, il en parle dans Amour et responsabilité. Ça, c'était comme l'introduction à la théologie du corps. Puis il en parle que le devoir de l'époux chrétien, c'est de donner du plaisir à son épouse. Il ne peut pas juste se servir et dire « merci, bye, c'était bon ». Donc, il y a un devoir là-dedans. Puis c'était comme toute la notion de devoir, la notion de plaisir, la notion de, c'est quoi le but, le sens? On est loin d'une institution qui fait des patriarcale aussi, oui, là, où ça. tout tourne autour C'était tout à déconstruire, ouais. En fait, tout ce qu'on m'avait inculqué, puis que finalement, c'était juste une partie, peut-être, de la vérité, parce que oui, il y a eu des abus, du jansénisme, il y en a eu, là. Le jansénisme. Faut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Il y en a eu, mais c'était, dans le fond, de réajuster, puis d'aller moi-même, par mes propres moyens, lire à gauche, à droite, puis je dirais pas que, pour l'instant... là, je ne veux pas continuer sur un autre sujet, là, mais je ne dirais pas que pour l'instant, l'enseignement de l'Église, pour moi, n'est pas arrivé encore à définir correctement la sexualité. Je trouve qu'il y a des manques. Il y a encore des choses à développer. Je trouve qu'il manque des choses. On y reviendra assurément un peu plus tard. Brigitte, garde ça pour tantôt, puis reviens-y si jamais on oublie. James? Que je voulais, justement, je voulais dire quelque chose. La théologie du corps, c'est excellent, c'est super important, tout l'enseignement de l'Église sur la sexualité, mais d'une certaine manière, même si Jean-Paul II est quand même un peu allé dans le concret, ça peut rester une manière plutôt abstraite d'aborder la sexualité. Puis... c'est quand même de la théologie. C'est ça, c'est de la théologie. Des principes. C'est des principes, mais concrètement, je veux dire, les couples vivent des difficultés sexuelles, peuvent vivre des difficultés sexuelles.
Puis il y a quand même toute une... Les couples des célibataires aussi. Oui, c'est ça. Mais je parle au niveau vraiment de la mécanique. Là, ou des enjeux de désir. On va peut-être en parler. On va en parler. Des dysfonctions, toutes sortes d'affaires. Ça, l'Église n'en parle pas. Mais donc, qui peut aider les époux dans ces combats-là? Ben, aujourd'hui, il existe toutes sortes de spécialistes, de sexologues, etc. Mais est-ce qu'ils sont toujours bien placés pour aider les chrétiens? Je ne sais pas. Laurence? Moi, la théologie du corps, j'ai fait une surdose, là, je trouve. C'est-à-dire que... C'est ça le sens de ma question. C'est que... en fait, c'est ça que tu voulais entendre. Non, mais c'est que ça s'est adonné souvent qu'on m'a présenté des conférences puis des enseignements sur la théologie du corps. Puis il y a peut-être quelque chose comme de trop poétique pour moi, là, je ne sais pas. Là. Moi, me faire répéter comment la sexualité, c'est beau, comment c'est le fun, si on est à l'image de Dieu. Je comprends tout ça, mais on dirait que ça ne m'intéressait pas, puis ça m'intéresse comme semi, là, encore aujourd'hui. En tout cas, peut-être une surdose d'une manière de t'en parler. Peut-être aussi. Parce que je veux dire, les catéchèses de Jean-Paul II sont... Non, c'est ça. C'est d'une densité... Je pense que c'est juste comme ça déborde aussi la question de la peut-être, ou des choses comme ça par rapport à mon parcours. Peut-être aussi, c'est ça, moi j'avais pas de préjugés, je pensais rien là, à propos de la sexualité de l'Église, là. Puis moi, mais tu t'es converti quand même au début de l'âge adulte. C'est ça, à 17-18 ans. Tu pensais quoi? Tu pensais rien, là. Tu n'avais pas le préjugé. Ben, en fait, c'est que moi, je suis devenue abstinente en lisant Platon, là. C'est un petit peu... C'est-à-dire, j'ai eu une certaine vie sexuelle, là. J'ai eu ma première relation sexuelle à 14 ans. Fait que quand même, j'ai eu le temps, là, mettons, jusqu'à 18 ans. Uh-huh. Mais j'ai jamais été très dévergondée là, par rapport à la sexualité. C'était pas quelque chose qui m'attirait énormément. Je me souviens qu'adolescente, j'avais essayé... J'ai pas écouté beaucoup de pornographie, là. J'ai eu cette chance, là. J'en ai juste vu à la télévision par hasard, comme minuit, là, quand j'étais adolescente, là, quand on ouvrait la télé. J'ai essayé une fois d'en écouter sur l'ordinateur. Par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. C'était le film Bleu Nuit. C'était genre quelque chose comme ça. C'est une Parce série que, en fait, ça, je loue Dieu pour ça. Une fois, j'ai essayé d'en trouver sur l'ordinateur, puis j'ai pogné un virus automatiquement. J'avais tapé pornographie sur Google, j'ai pogné un virus. Il a fallu que j'aille voir un technicien pour qu'il enlève le virus, puis il a compris que c'est parce que j'avais cherché de la pornographie. Puis à partir de ce moment-là, j'ai jamais cherché de pornographie sur Internet. Fait que Dieu me sauvait à travers ça. Là, fait ça que prendrait plus de virus, finalement. C'est ça. Mais je me souviens qu'à l'époque, c'est ça, il y avait comme la sexualité, on dirait que j'étais déjà tannée d'avance, là, au sens où des corps tout nus, moi, on dirait que ça m'allumait pas plus qu'il faut. Ce qui est arrivé, c'est ça, pourquoi je dis Platon, c'est que j'avais lu le premier Alcibiade, qui est essentiellement Socrate qui raconte à Alcibiade, avant de te lancer en politique, il faudrait que tu saches qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que c'est la politique, qu'est-ce que c'est la justice. Puis j'avais fait le même raisonnement pour la sexualité. J'avais dit, moi, je sais pas à quoi ça sert, la sexualité. J'étais comme convaincue que ça pouvait pas juste être le plaisir, là, que ça avait pas de sens. Puis j'ai décidé je me souviens, j'avais comme 17-18 ans. J'arrive au cégep, j'avais un copain à l'époque. Et 8 h du matin, on est au cégep, je vais le voir à son casier. J'ai dit, j'ai une grande nouvelle. Il s'appelait Jean-François, je le salue. J'ai une grande nouvelle. J'ai eu une idée hier en lisant Platon. Il dit quoi? J'ai dit, on va être abstinent jusqu'à temps que je comprenne c'est quoi la sexualité. Là, il capotait. Pour vous dire à quel point ça avait fait un choc au cégep, j'avais eu des rencontres. Il y avait de ses amis, puis de mes amis. Des interventions. Il était venu me voir à la cafétéria, assis tout autour de moi. Là, ce que tu fais à ton chum, c'est pas correct, Laurence. Tu peux pas lui demander ça. Lui, il a des besoins. Les jeunes, je sais pas si vous avez déjà entendu cet argument-là, mais moi, on me disait, ses testicules vont lui faire mal. Ah oui, moi, on m'a déjà shooté ça. Ils vont exploser. Puis là, moi, à l'époque, tu sais, je fais, ben garde, il peut se masturber. Là, moi, je veux juste pas, moi, avoir de relations sexuelles. Fait qu'il fait ce qu'il veut. Il peut me laisser. Ça me dérange pas non plus. Mais moi, ça m'intéresse plus. Tu sais, puis s'il est pas capable d'attendre, tu sais, c'est juste une expérience. Peut-être que dans 2 mois, je vais le savoir. C'est quoi la sexualité? Je le savais pas. Laurence, les corps nus, ça lui fait rien, mais un bon traité de philosophie, là, fait que ça, on vient comme vraiment ça. De 2 univers. Fait que c'est comme ça que je suis devenue abstinente. Puis quand j'ai eu la foi, c'est le parcours le plus singulier de l'univers. Quand j'ai eu la foi, puis que j'ai entendu l'enseignement de l'Église, je suis juste restée abstinente plus longtemps, c'est tout. C'est au sens où... Ben, dans le fond, ça devait confirmer ce que tu ressentais déjà, là. Oui, c'est ça, exactement. C'est que je ressentais, ça peut pas... L'image que j'avais eue en lisant le premier Alcibiade, c'est puissant le sexe, là. Ça obsède tout le monde. Les gens le font beaucoup, en regardent beaucoup, ça fait tourner le monde. Fait que là, l'impression que j'ai eu quelque chose d'aussi important, quelque chose d'aussi précieux qui fait capoter tout le monde. Comme une bombe, comme la politique dans le premier Alcibiade. Comme une bombe. J'avais vraiment l'impression que c'est une bombe, le sexe.
je vais pas faire n'importe quoi avec, puis par précaution, je vais m'abstenir. Puis c'est ça. Après, l'enseignement de l'Église a juste fait du sens. Pour moi, c'est fait du sens que ça soit plutôt dans le cadre du mariage, que ça soit avec une ouverture à la vie, des choses comme ça. Ça s'est comme placé naturellement. Là. Mais je pense que d'ailleurs, Jean-Paul II utilise même cette analogie-là pour parler de la sexualité. Ah, ben c'est bon, la théologie du corps, finalement. Non, mais d'un feu ou d'une bombe, que si c'est pas maîtrisé ou intégré vers ses bonnes finalités, ça détruit. Ça peut nous faire beaucoup de mal. J'avais entendu parler un prêtre parler d'énergie atomique qui peut souffler une ville au complet ou l'éclairer. C'est ça. Puis j'avais pas énormément d'expérience, mais j'ai quand même, par exemple, le souvenir une expérience qui m'avait un peu comme choquée, là, finalement, c'est que, tu sais, finalement, j'avais été saoule dans un party, puis j'avais couché avec un gars, mais tu sais, j'avais aucun... Tu sais, quand on est sous, tu sais, à quel point on est consentant. C'est la nuance que je voulais amener, mais vas-y, continue. Ben, c'était assez marquant. C'était assez marquant comme épisode pour voir que ça peut faire du mal. La liberté avait été entamée. C'est ça peut faire beaucoup de mal, en fait. Là. Puis combien de fois ça arrive aux gens aujourd'hui, ce genre de situation-là? Fait que ça a suffi, en tout cas, pour me donner... Pour qu'à 17-18 ans, je sois déjà désabusée du sexe, assez désabusée pour dire j'y vois quelque chose de dangereux. C'était avant 16-17 ans? J'avais 17. Cette expérience-là avec les garçons, 15 ans quand j'étais saoule. C'est ça, j'allais dire que, dans le fond, c'est moi, le fait que j'ai eu une vie, moi, j'ai été dévergondée, là. Je suis sûre que la drogue, l'alcool, ça l'a joué à ça parce que ça l'a joué dans ça parce que ça altère vraiment ton raisonnement puis aussi tes sentiments, tes feelings. Fait que moi, je me rappelle très jeune, ce dont je rêvais, c'était de me marier, d'avoir des enfants. C'était le grand amour. Ouais. Moi, je rêvais du grand amour. C'est ça que je voulais vivre. Écoute, mon modèle, c'était Laura Ingalls dans Petite maison dans la prairie. C'était ça, je voulais. Je voulais un mari comme Charles Ingalls. C'est wow, tu sais, qui est prêt à se battre, mais qui est croyant, puis qui est dévoué à sa famille. C'est ça que je rêvais. Mais la dope est rentrée à l'âge de 11 ans, puis m'a carrément détruit, a tout détruit mon schéma de pensée, puis je suis rentrée dans tout ce que le monde disait. J'ai tout dans le fond, j'ai tout la consommé. Drogue et tout le mode de vie qui vient avec. Puis les circuits de récompense. Oui, c'est ça, les synapses. Fait que pour moi, c'était clair que le fait d'arrêter de consommer, ça allait enclencher un processus de guérison, mais ça a été long dans mon cas. Là. Quelques années. Quelques années. James? Non, mais je trouvais ça intéressant ce que Laurence disait parce que justement, la sexualité, c'est tellement important dans la vie de chacun que quand quelqu'un s'approche de l'Église, c'est en premier lieu souvent la partie de l'enseignement de l'Église qui va critiquer. Et non pas la Trinité ou l'Immaculée Conception. Là. Ça, les gens, ils s'en foutent. Les gens, ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce que l'Église dit sur la morale sexuelle. C'est ça qui les empêche souvent. J'entendais quelqu'un c'est une histoire qui m'a été rapportée, mais c'était assez révélateur. Quelqu'un qui disait à un ami... Mais dans le fond, tu penses comme les chrétiens, qu'est-ce qui t'empêche de te convertir? Qui était d'accord à peu près sur tout. Il disait, moi, j'ai trop une vie sexuelle dépravée pour me conformer à ce que l'Église demande. Donc, c'est un point d'achoppement, finalement. Ça passe ou ça casse. Les interdits, c'est les interdits. Tout se limite aux interdits, mais c'est ta chair, en fait. C'est là où tu n'es pas capable de... Mais de résister sur quoi tu n'es pas capable de résister. C'est comme si on ne voyait pas les bénéfices. Aussi. Tu sais, comme quand moi, je m'interdis de manger 3 gros morceaux de gâteau par jour. C'est parce qu'il y a une raison pour ça, tu sais. Premièrement, je vais me sentir mal. Mais c'est comme si dans le sexe... Mais pourtant, c'est ça, on vit dans une société qui est capable de promouvoir une certaine discipline, par exemple pour les bonnes habitudes de vie, l'alimentation, l'exercice physique. On dirait que pour le sexe, non, il ne doit pas en avoir d'interdit. C'est parce que les problèmes ne sont pas justement... Tu ne deviens pas gros si tu fais trop de sexe, tu ne deviens pas... en mauvaise santé. Tu peux même perdre du poids. C'est un bon exercice, peut-être, à certains. Mais tu peux pas, tu sais, c'est ça, c'est que la bouffe, c'est clair pour la société, là, tu sais. Mais en même temps, on a un rapport, dans la société, il y a un rapport avec la sexualité qui est très hygiéniste, là. Qu'est-ce que tu veux dire? L'amour, ça se protège. C'est ça, tout de suite, quand on parle, par exemple, dans les écoles d'éducation sexuelle, c'est tout de suite les maladies, puis il faut faire attention, puis ça se met comme ça, un condom, puis tu prends la pilule. Les jeunes, ils mettent pas de condom, je pense. Écoute, je sais pas. Là, non, mais tu sais... Faudrait demander à les gens. À cause de la pilule contraceptive, là, moi, je pense qu'il y en a beaucoup que ce côté-là hygiénique, il prend le bord, là.
Oui, mais tu sais, encore aujourd'hui, c'est ça, il y a tout le débat de est-ce que toute la contraception doit reposer seulement sur les femmes, etc. Laurence, tu parlais d'abstinence. Il y a peut-être une confusion aussi entre la chasteté, l'abstinence, la continence. On peut-tu faire le ménage là-dedans, s'il vous plaît? Non? Y a-t-il quelqu'un qui peut nous faire un peu de lexique? Abstinence, je pense que c'est un mot qui est quand même connu aussi dans le monde séculier, c'est-à-dire que c'est juste le fait de s'abstenir d'un comportement ou d'un geste. Pendant un certain temps. Oui, c'est ça. La continence, toute la vie. La continence, c'est toute la vie, non? Oui, mais ça, c'est vraiment un mot, c'est un jargon d'église aujourd'hui, la continence. Là. Mais quoi qu'on l'utilise dans l'incontinence, quand on n'est pas capable de te retenir. De se retenir, c'est ça. Mais la chasteté, c'est une manière de vivre. Qu'est-ce que c'est la chasteté par opposition, pour comparer avec l'abstinence, par exemple? Le catéchisme de l'Église le définit en reprenant Jean-Paul II en disant que la chasteté, sa définition, c'est l'intégration de la sexualité dans la vie humaine. On veut tout ça? Oui, mais là, c'est un peu abstrait comme... Moi, je te dirais que concrètement, là, avec mon mari, on essaye de vivre vraiment la chasteté, mais c'est pas de on va s'abstenir. Il y a des moments d'abstinence. Mais la chasteté... S'abstient à tous les jours. Qu'est-ce que c'est, la chasteté? Ouais, moi, la plupart du temps, je m'abstiens. Le plus clair de mes journées, c'est de l'abstinence. En 2 nuits, tu t'abstiens. Ouais, non, mais je veux dire... Pauvres hommes, ben oui. Non, mais le nombre de minutes où je suis pas en train de faire l'amour dans une journée est largement supérieur On t'en remet. Mais c'est pas... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais on rigole. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi aussi, je m'abstiens. Donnez-moi une médaille, quelqu'un. mais si on fait la comparaison avec la nourriture, c'est simple. Soit tu manges pas, tu t'abstiens, soit tu manges, mais avec une certaine... Dans un juste milieu, là, ce dont tu as besoin pour t'alimenter, pour vivre, tout simplement. Là. Fait que là, dans la sexualité, il y a ça. Il y en a que pour certains, la chasteté, ça va être même de se motiver à avoir des relations sexuelles avec son époux, son épouse. Mais la chasteté aussi, ça dépasse seulement le fait de ne pas de faire ou de ne pas faire l'amour. C'est comment tu entres aussi en relation avec les autres, avec le sexe opposé. Est-ce que tu cherches nécessairement, est-ce que tu es toujours dans une dynamique de séduction pour attirer l'autre vers toi, pour le prendre, pour le consommer? Ou de possession de l'autre, de vouloir t'approprier l'autre, de vouloir utiliser l'autre, de vouloir même convaincre quelqu'un. Essayer de convaincre quelqu'un de faire telle affaire. C'est un manque de chasteté. C'est fou, là. Ah ouais. S'approprier... Mais en même temps, si l'autre veut sans le convaincre de faire quelque chose, s'il veut initier un mouvement, il y a une forme de séduction, de conviction. Oui, je pense que tout est dans la façon de faire l'approche. Le leadership, mettons. Je sais pas, là mon mari ne veut pas trop que je raconte des choses, mais mon mari, sa tactique, c'est tout le temps de proposer un massage. Je sais pas. Mais là, c'est différent. Mais là, tu sais, mais je le sens qu'il y a un subterfuge à chaque fois. Et tu y consens. Ça fait combien d'années là, que vous êtes mariés? Mais des fois, j'aimerais juste un massage. Mais là, il faut que tu lui dises. Oui, j'ai dit. Ah, tu lui dis? Bon, c'est bien. Tu sais, je parlais de la séduction. La séduction, c'est pas un mal en soi. Là. Je veux dire, il y a de la saine séduction. Je parle dans un but de manipulation. C'est ça, c'est ça. Pas nécessairement juste dans le couple non plus, mais en communauté, là... Je trouve qu'on vit dans une société qui est vraiment pas chaste. Puis pas juste de se promener à moitié tout nu sur le trottoir, là. Ça, c'est un aspect, mais dans le sens de toujours vouloir convaincre quelqu'un, vendre quelque chose à quelqu'un. Dans une société, tu sais, la société de consommation, c'est un manque de chasteté. Le manque de simplicité. Mais c'est un peu une idée aussi qui traverse la théologie du corps, excuse-moi, je t'interromps, mais que l'autre est un objet et non un sujet. À consommer ou à faire ce que tu veux. Tu utilises les gens pour arriver à tes fins. Avoir le pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que dans notre société, l'autre est un objet, mais dans la théologie du corps, on est appelé à voir l'autre comme un sujet autonome. Exactement. L'objet, même étymologiquement, c'est ce qu'on jette devant soi. Hey, on prend une petite pause puis on continue. On a déjà commencé à aborder ça, mais on va poursuivre sur les écarts de désir. Qu'est-ce qu'on fait quand plus en profondeur. Ouais, bonne idée, James. À tout de suite. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour
Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. C'est toujours Antoine Malenfant en compagnie de Brigitte Bédard, James Langlois et Laurence Godin-Tremblay qui s'émerveillent devant notre nouveau néon. Il est beau. C'est un beau logo. Hein? On a décidé de l'appeler Néon 14 en l'honneur du pape Léon. C'est bon, hein, quand même? Alors, pour ceux qui nous écoutent juste en audio, garochez-vous sur YouTube pour voir dans quel décor... merveilleux néon. Pour admirer ce merveilleux Néon 14. On parle de sexualité aujourd'hui. On essaie d'un peu explorer les aspects ou les côtés qui ne sont pas abordés dans tous les autres podcasts qui parlent de sexe. Et peut-être qu'un tabou, je ne sais pas si c'est un tabou, mais quelque chose qu'on pourrait aborder, c'est l'écart de désir dans un couple. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que d'abord, ça se peut un couple où les deux sont vraiment au diapason, là, mais parfaitement? Pensez-vous que ça existe? Mais justement, dans la pause, Laurence, elle dit, moi, j'essaie toujours d'avoir des massages de mon mari. Non, c'est lui qui me propose des massages. Moi, je veux juste des massages. OK, des fois. Mais ça dérape tout le temps. C'est ça. Ça finit toujours... Ça dérape, tu parles comme d'un accident d'auto, là. Ça finit que c'est pas juste un massage. Des autotamponneuses, mettons. Non, mais c'est te mettre dans des circonstances où ça vient titiller les pitons, les points faibles. Le massage devient intégral, tranquillement. Voilà. Non, j'allais faire une blague. Là, il y a comme la mode d'espèce de Kama Sutra bizarre, là, ésotérique un peu, mais je veux pas aller. Non, on n'ira pas là. C'est connaissant. Mais en tout cas, James, peut-être dans un autre épisode, on te réinvitera pour en parler. Mais là, je reviens avec ma question. Diapason des désirs. Ouais. Est-ce que ça se peut d'être au diapason? Puis sinon, ce qui, je pense, c'est le cas de bien des couples, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, moi, je vais dire quelque chose de peut-être scandaleux. Vas-y, tu as de l'expérience. Ouais, vas-y. Quand j'étais lesbienne, j'étais au diapason de ma partenaire. Ben, j'avais toujours le goût, là, mais... Puis on vient menstruer en même temps. C'est ça. Parce qu'il y a toujours, tu sais, quand tu as une gang de filles ensemble, il y a toujours la fille qui va réguler toutes les autres, là. Fait que tu deviens comme menstruer en même temps, tu vois les choses de la même façon. Fait que... Mais là, tu es en train de faire un plaidoyer pour l'homosexualité. Mais je fais pas le plaidoyer, je dis juste comment c'était quand je l'étais. Ça a l'air formidable d'être au diapason. Puis les gars, nos amis gays, ben, ils vivaient la même chose. D'autres, ils avaient toujours le goût, puis c'était toujours pareil. Fait que mon discours, le discours avec mes chums de l'époque, c'était comme, ben, c'est bien mieux le sexe avec quelqu'un qui est pareil comme toi. C'est comme ça, c'est toujours pareil. Ben, c'est ça mon point. Ben oui, c'est bien mieux. Mais quand je me suis convertie puis que j'ai commencé à m'éduquer sexuellement d'une autre façon, j'ai fait comme, OK, mais le but, c'est justement d'être avec quelqu'un, un gars, mon mari. Pas James, mais un gars qui est complètement différent de moi, qui a des besoins complètement différents de moi, qui est sur un autre rythme, qui n'a rien à voir avec le mien, puis là, il faut qu'on se parle. C'est laborieux quand même. Parce que sinon, tu n'as pas besoin de te parler. Ça monte en même temps, fait go for it. Oui. Ben, peut-être que je caricature. Peut-être que c'était... Ouais. Moi, en tout cas, c'était le même, je le vivais à l'époque. Parle de ton expérience, c'est ça. C'est bien correct. Je parle pas en général pour les homos, là, mais aujourd'hui, je me rends compte, après 20 ans de mariage, quand même, là, je vais avoir 20 ans de mariage, moi, 20 ans avec le même gars, là, c'est comme... Mais il faut qu'on se parle. La plupart du temps, notre sexualité n'est pas du tout au même diapason, là. Mais il faut qu'on se parle, puis c'est le temps, en fait, qui fait qu'on est de mieux en mieux, puis qu'on est de plus en plus capable de se parler, puis qu'on arrive à s'ajuster à l'autre. Mais là, il y a des périodes qui changent tout le temps aussi quand tu es une femme, là. Fait que finalement, je me rends compte que la sexualité, c'est bien plus de la connexion, tu sais. Moi, j'avais entendu une fois, c'est un avocat spécialisé en divorce. Puis j'avais trouvé ça intéressant. Là. On lui demandait, c'est quoi tes conseils pour qu'un couple dure? Là? Puis c'est pas un croyant, là, fait que c'est très pratico-pratique, ces conseils. Là. Puis il avait dit, les couples commencent à échouer, ou en tout cas à s'en aller vers le divorce, quand l'homme porte plus de petites attentions vers sa femme, là, que ce soit à faire son café ou des choses comme ça, et quand la femme n'a pas assez de relations sexuelles avec son mari de l'autre côté. Il avait dit, il y a beaucoup de divorces qui arrivent parce que finalement, l'homme a beaucoup de désirs et sa femme l'ignore, il le néglige.
Moi, personnellement... Et inversement aussi. Mais inversement, mais... Une négligence. Oui, une négligence, mais qui est moins sexuelle, qui est plus affective, c'est ça, qui est plus affective dans les petites attentions, les compliments, l'attention à l'autre. Moi, je pense, là, ça doit être assez commun, là, qu'il y a un écart de désir que l'homme a plus de désir que la femme là, sur la sexualité. Là. Ton expérience par rapport aux hommes gays qui ont tout le temps envie, c'est ça. Là. Puis moi, dans mon mariage, c'est ça aussi. Là. Mais là, tu nommes ce qui semble être des vérités biologiques, mais qui sont très contestées aujourd'hui d'une certaine manière. Par qui? Toutes sortes de personnes, mais je pense que fondamentalement, il faut admettre ça, qu'entre l'homme et la femme, il y a des différences fondamentales de ce point de vue-là, que l'homme a, de manière générale, hein, on s'entend, c'est toujours des généralités, l'homme a beaucoup plus de libido que la femme. Et bien évidemment, n'ayant pas de menstruation, déjà là, ça fluctue pas. Puis après ça, que la manière de communiquer l'amour aussi et les attentes par rapport à ça sont différentes. Donc, c'est tout ça qu'il faut assumer dès le départ, là, sinon on comprend absolument rien. Ouais. Bien, moi, ça a été mon grand constat dans le mariage, de vraiment voir que, wow, la sexualité, c'est pas mal plus que le sexe, tu sais. C'est... si moi, je me sens ignorée par mon mari, comme tu disais, toute la journée, puis que le soir, il veut faire l'amour, bien, ça marche pas. Oublie ça. C'est que l'homme a à apprendre à communiquer un peu plus de la manière de sa femme et vice-versa. Et vice-versa. Puis, mais ça, par contre, ce que tu disais sur le fait que la femme devrait accepter de plus s'unir à son mari, là, au Québec, on a de la difficulté avec ça parce qu'on tombe dans cette espèce de... De devoir conjugal. Oui, non, mais de mythe, en tout cas, d'épouvantail, tu sais, du devoir conjugal où la femme était soumise, puis tu sais, non consentante. Non consentante, c'est ça, c'était presque du viol conjugal, là, tu sais. Mais comment est-ce qu'on peut arriver c'est parce que clairement, puis la société le sent, là, c'est clairement, il y a des entre-deux, là. Tu sais, moi, il y a bien des soirs que ça me tente moyen, là. C'est un peu de la paresse, là. Moi, c'est que des fois, ça me tente juste pas de me déshabiller puis de me rhabiller. C'est juste comme... Puis ça me tente pas d'être sale ou, tu sais, ça me tente pas... Tu sais, il y a comme... Des fois, c'est juste pratique, là. C'est pas que j'ai pas de désir, c'est pas que j'ai pas le goût, c'est comme... Ah, tu sais, là, je veux-tu vraiment falloir que... puis... Oui, puis si tu le fais, est-ce que tu es en train de te prostituer? Oui. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, fait qu'il y a des degrés. Moi, c'est ça que les gens mesurent mal aussi avec le consentement, là. C'est que, des fois, c'est ça. Il faut qu'ils me séduisent un peu. Il faut qu'ils arrivent à me convaincre. Puis c'est pas... les gens, là, il y en a certains, ils vont penser que c'est des agressions, là, tu sais. Mais moi, je pense pas du tout que ça l'est, là. C'est simplement normal. Puis tout le monde le perçoit. Il y a tout le temps de la séduction dans notre société. Il y a tout le temps un moment où, c'est ça, là, l'autre... Ça arrive à l'inverse, là, mais c'est plus rare, là, où c'est moi qui séduis, là, tu sais, Mais c'est ça. On n'a pas besoin de travailler fort. Non, d'habitude, c'est assez... C'est comme quoi? T'as le goût? Go! Ouais, d'habitude, c'est assez rapide, mais moi, je trouve ça... Puis moi, personnellement, c'est ça que j'essaie de travailler dans mon mariage. J'essaie d'être plus attentive à ça. Parce que moi, là, tu pourrais me... En plus que moi, j'aime pas tant que ça le toucher. En plus que c'était facile d'être abstinente, là. Quand je suis devenue abstinente, c'était genre super vie. Fait que moi, si je me laisse aller, là, il se passe rien, là. Tu sais, fait que c'est sûr qu'il y a comme... Moi, ça a été long avec mon mari. Ils comprennent qu'il faut qu'il travaille fort pour me donner envie. Que tranquillement, l'envie arrive. C'est que l'envie vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Demande-moi pas d'être prête comme ça. Là. Il y a tout un processus. Il y a un univers psychologique, qui doit être mis en place. Puis il faut qu'il travaille. Puis moi, je trouve ça sain. J'ai besoin que tu travailles fort, que tu me dises des mots doux, que tu me dises que tu m'aimes, que tu me dises que je suis la plus belle, que tu me dises ça, que tu fasses ça. Moi, c'est moins exigeant. Mais je les nomme toutes. La vaisselle, ça va déjà être pas moi, il me dit des choses comme « C'était vraiment bon, le syllogisme que tu as fait tantôt. » Il te cite des extraits de la Somme théologique, là, puis là, tu... Mais j'ai une amie qui disait... Moi, je suis pas théologique pour 2 scènes. J'ai une amie, elle me disait, puis moi, je suis pareil aussi, j'ai besoin de me sentir un peu en vacances. J'ai besoin de sentir, parce qu'il y a aussi... Il sort les gogoons. Il y a le feeling. Le feeling vacances. Surtout quand on a des enfants. Hormonalement, c'est ça. C'est les mêmes hormones que quand la femme peut se détendre pour accoucher aussi. Exactement. C'est l'ocytocine, c'est tout le contexte. Imaginez les néons ici, là. Ça vous dispose, ça? Non. Clairement pas. Non, mais
Pour revenir à ce que tu disais plus tôt, en citant Jean-Paul II, c'est comme le devoir de l'homme de donner un orgasme à sa femme. Là. Oui. Mais c'est ça, mais pour arriver là, il faut comprendre aussi biologiquement comment l'orgasme féminin fonctionne, mais comment aussi, bien, vous l'avez un peu dit, là, les mots. Oui, c'est ça, pas que physiquement. Parce que pour l'homme, ça se fait comme ça, il n'y a pas besoin d'être. Alors que, au contraire, la femme, elle a besoin d'une préparation, d'où l'importance des. C'est un effort. Moi qui étais tellement sex addict avant que c'est rendu un effort maintenant pour moi de dire ah, il faut que j'aille jusqu'à l'orgasme. Ça me tente pas vraiment. Non, mais d'où l'importance des. C'est-tu malade, ça? Ça, c'est peut-être la ménopause aussi, je sais pas. Là, je me pose encore la question. Mais c'est un effort pour moi. Là. D'où l'importance de ce qu'on appelle les préliminaires. Et voilà. Moi, c'est un effort psychologique. Faut vraiment que j'arrête de. Faut que je me mind. Faut que j'arrête de penser à 1 million d'affaires. Genre, faut que j'arrête de penser à Platon. Oui, mais il y a aussi, moi, au début, je ne sais pas si ça vous a fait ça. Non, mais à faire demain. Oui, non, des tâches pratiques, mais aussi au départ, moi, il y avait un certain... tu sais, est-ce que je suis en train de l'utiliser? Est-ce qu'il m'utilise? Tu sais, au sens où une espèce de paranoïa aussi par rapport à l'enseignement de l'Église, là. Une certaine... Puis ça, il a vraiment fallu que je m'en débarrasse parce qu'il n'y a rien de plus... non érotique que de paranoïer sur là en ce moment c'est-tu correct, là c'est-tu pas correct, là je suis égoïste, là lui apprendre à arrêter de s'analyser et de se poser des questions puis... ça ouvre la porte d'une façon formidable au dernier segment de l'épisode. On prend une légère pause, courte pause, puis on revient exactement avec ce point-là que tu viens de mentionner, Laurence, la performance même des fois, quand on est croyant, comment être là parfaitement ajusté, ben ça peut se revirer contre nous. On reste à l'antenne et on se voit dans quelques instants pour la suite. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. De retour à On n'est pas du monde, Antoine Malenfant à l'animation, accompagné de Brigitte Bédard et James Langlois, journaliste pour Le Verbe, et Laurence Godin-Tremblay, chroniqueuse aussi au Verbe Média et prof de philo au Grand Séminaire de Montréal. Tu leur parles de ça, tes étudiants? De sexe? Non, ça donne pas vraiment. Des futurs prêtres, des séminaristes, peut-être ça serait bon. Ça leur ferait peut-être du bien. C'est ça. Ils ont-tu des cours de sexe? Probablement. La théologie du corps? Ils ont des enseignements sur la théologie du corps. Ben, je pense qu'ils le voient dans leurs cours d'éthique ou de morale, là, puis ils doivent avoir d'autres choses, mais non, moi, je leur donne logique, épistémologie. Non, mais tant que tu ne le mets pas en pratique, tu vas rester quand même un peu stiff. Là. C'est un peu normal, non? C'est ça, oui, exactement. Oui, c'est tout à fait normal. Avant la pause, Laurence nous lançait sur une piste vraiment intéressante, celle de... Tu ne le nommais pas comme ça, mais je me permets de paraphraser, de la performance dans l'acte, là, que ce soit une performance, pour certains, presque pornographique, là, c'est-à-dire une performance spectaculaire, là, ou même, pour les plus spirituels, une performance spirituelle aussi. Un ajustement parfait, une symbiose psychologique et spirituelle parfaite entre une communion... La prière avant... un petit chapelet avant, pendant et après. Non, mais là, je caricature. Évidemment, comment justement bien faire les choses, là, mais sans virer fou pour autant. James, on dirait que ça te touche. Non, mais moi, tu sais, dans le fond, il y a toute la question derrière ça de est-ce qu'il y a des interdits quand tu es dans le cadre d'une union entre mari et une femme? Tu sais, qu'est-ce que l'Église enseigne par rapport à ça? Puis là, on peut se poser toutes sortes de questions, mais justement, ça rejoint les scrupules. OK, si je fais ça, est-ce que c'est correct? Si je fais pas ça, est-ce que c'est pas correct? Puis là, l'Église ne va pas jusqu'à dire que, bon, elle sauf une affaire, là, dans le fond, quand c'est ordonné à la procréation, la graine doit aller dans le jardin. Voilà, merci. Pour le dire d'une manière poétique, là, allons-y comme ça. Après ça, tout le reste, il ne faut pas avoir peur d'user d'imagination puis de créativité. Puis, moi, j'ai déjà entendu des prêtres dire, entre autres, « Ah, mais telle position... Bon, après, l'autre, je dirais, aspect qui peut être important, c'est de se poser la question, est-ce que ce que je fais favorise la relation avec l'autre ou, tu sais, notre union où je suis vraiment dans une dynamique de j'essaie de... Je prends le plus de plaisir que possible pour moi-même. Tu sais, c'est pas... Il n'y a pas d'interdit, mais en même temps, gardons ça en tête. Ça revient à ce qu'on disait un peu plus tôt, parce qu'on se plaignait, entre guillemets, là, que la théologie du corps, ça restait une espèce d'énoncé de principe, puis
puis que ça allait pas assez dans le concret, mais peut-être justement qu'il y a une sagesse là-dedans de pas faire une liste là, exhaustive de « OK, tu peux donner un bisou sur la joue, sur le nez, sur le front, sur la bouche. » Écoute, ça deviendrait du pharisaïsme. Ben, mais pas sur la main, ou, tu sais, bon, vous voyez un peu. Il y aurait un danger, c'est ça, d'ensevelir les couples sous un fardeau de règles infinies. Donc, les principes sont là, puis après ça, amusez-vous. Oui, non, mais clairement. Mais fais ce que tu veux. Ben, c'est ça. Ben moi, tant qu'il y a de l'amour, mais l'amour... Mais quel amour? Oui, mais c'est ça. Ben, c'est quoi l'amour? Ben, les 4 piliers du mariage, pour moi, c'est vraiment devenu ça, l'amour. Vas-y. C'est qu'il y a une totale liberté de consentement. Puis que c'est pour la vie que je suis avec cette personne-là. Puis je suis fidèle, je suis exclusivement avec cette personne-là. Puis je suis ouverte à porter du fruit avec cette personne-là. Alors, pour moi, la définition de l'amour, c'est ça. C'est un don de soi, puis un accueil de l'autre dans ça. Total. Oui, dans ces 4 piliers-là, je dirais, les 4 pattes de table là, qui tient. Celle-là n'a pas, mais mettons que... Elle n'a pas 4? Hein? Non, je pense qu'elle n'a 3. Désolé. Mais tu sais, s'il n'y a pas les 4 pattes, bien, il manque quelque chose. Mais tu sais, on peut-tu être parfaitement, toujours, sans péché? Bien, c'est ça. Il y a aussi l'espèce de... Ben, tu parlais de pharisaïsme. Bon, là, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui peut-être sont d'accord ou pas avec ce qu'on dit, mais qui vont se dire « Bon, ben bravo, tant mieux pour eux. » Mais moi, c'est pas du tout ça, mon expérience. C'est pas ça ma vie. Je suis pas là-dedans. Je suis pas rendu là. Ça peut paraître comme une montagne. Est-ce que c'est normal, par exemple, de tomber, entre guillemets, ou de trébucher sur ce chemin-là qui a l'air d'être un chemin de perfection et de... Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Non, mais tu fais bien de souligner, justement, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui nous écoute, puis que là, ils se disent « Ouais, mais moi, je veux dire, j'arrive pas à m'unir à ma femme de manière non égoïste. » Puis quand on vient pour s'unir, je sais pas, je fais de quoi, puis ça la bloque, ou vice-versa, puis là, on se blesse, etc. Mais au final, c'est ça l'aventure du mariage aussi, puis... Si on est capable de se demander pardon là-dedans, puis de reconnaître avec humilité nos péchés, nos torts dans ce qu'on fait, puis c'est comme ça, tranquillement, qu'avec l'aide de Dieu, on progresse, puis à un moment donné, moi, j'aime bien l'idée de la relecture de la veille. Je trouve que... C'était-tu bon? Non. Je trouve que soit tout de suite après, mais c'est rare que c'est tout de suite après. Des fois, ça va être le lendemain. Tu mets une note sur Google. Mais en même temps, c'est comme du dirty talk. Ça prépare déjà la prochaine fois. Non, mais c'est vrai. Non, mais nous, on se fait tout un petit temps de prière le matin. OK? Bien, souvent, on va parler de hier. Ouais, tu sais, hier, bien, finalement, moi, souvent, ça va être à retardement que on a fait telle affaire, je n'étais pas vraiment à l'aise. Tu sais, ou... j'ai senti que tu n'étais pas là à ce moment-là. Ou... Tu sais, on va en parler comme ça. Moi, je trouve que ça, là, c'est un exercice extraordinaire. Non, mais c'est ça. On n'était pas comme ça au début de notre mariage. Tu sais, quand tu parles de chemin, là, c'est après bien des années, puis tu sais, bien des changements hormonaux aussi, là, de mon côté, là, puis notre cheminement spirituel qui change aussi. Notre psychologie change. Fait que moi, j'aime bien cet exercice, en tout cas, de reparler c'est pas fou. De ce qu'on a fait. Mais c'est ça, mais une chose qu'on doit dire, c'est que, dans le fond, l'union des corps doit se préparer d'abord avec une union des cœurs. Puis si déjà il y a un problème à la source, si envers l'autre on partage, envers l'autre, à l'égard de l'autre, on a des jugements, etc., puis il y a des demandes de pardon qui ne sont pas réglées. Mais après ça, quand tu viens pour unir ton corps, ça ne marche pas. Fait que, tu sais, il y a un travail en amont qui doit se faire à ce niveau-là. D'être en communion. Au début de mon mariage, j'étais capable de, comme, tu sais, ignorer mes ressentiments, mais à un moment donné, ça passe plus. Dans le fond, oui, la vérité se fait. C'est pour ça que c'est important qu'on demeure avec la même personne longtemps, toute notre vie. C'est pour arriver justement à ouvrir toutes ces affaires-là qui ne me paraissaient pas importantes, mais là, finalement, non, c'est important, il faut que je le dise. Tu sais. Parce que oui, l'union des corps
nourrit le couple puis est une manifestation d'amour. Mais ultimement, c'est presque l'apothéose aussi. C'est la célébration ultime du couple. Fait que si, de base, il n'y a pas de communion, là, tu ne réussiras pas à donner plus de communion. Ça va être la fête de rien. C'est ça. Puis au contraire, tu vas te briser davantage. Comme à la messe le dimanche. T'sais. Tout à fait. C'est l'apothéose de la semaine. C'est la source et le sommet. C'est ça. Le point culminant. Ouais. Non, mais l'union conjugale, on pourrait dire, c'est la source, le sommet, c'est du couple. Comme l'Eucharistie. Puis c'est un autel. Ouf. C'est un autel, là, la chambre conjugale, c'est un autel où on doit s'offrir puis se donner pour l'autre, de la même manière que... Bon, en tout cas. Ça, c'est pas Thérèse Argot qui disait que la chambre doit être quelque chose de... C'est comme un sanctuaire. Absolument. Puis, en tout cas, moi, j'avais entendu ça d'elle, puis j'ai Mais c'est la vision judéo-chrétienne. C'est ça, hein? Mais j'ai pas lu ça dans aucun livre. Elle vient d'une famille catholique. Oui, elle vient d'une famille catholique, c'est vrai. Tu allais rajouter quelque chose aussi? Mais moi, pour revenir à... Parce que c'est ça, c'est... En tout cas, moi, au début de mon mariage, tout ça, on dirait que c'était comme trop de pression quand même. Là, l'apothéose du mariage, finalement, la célébration. Finalement, c'était pas si terrible. L'hôtel, tout, là. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a ça... Mais je pense que moi, ça a débloqué beaucoup. Un ami, une fois, m'avait dit, tu sais, qu'est-ce qu'on fait pas sans péché? Tu sais, au sens où, qu'est-ce que dans... Tu sais, là, je suis là avec vous, peut-être que je vous ai jugé à un moment ou l'autre. Non, mais au sens, tu sais, quand est-ce que dans des activités, vous ne commettez aucun péché? Là? Il y a quelque chose... Impossible. Non, c'est ça. Le juste pêche 7 fois par jour. Fait qu'on va se retenir de tout faire pour cette... c'est ça. C'est le danger du perfectionnisme, là, le danger de... Puis ça m'avait beaucoup libérée. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, là, la sexualité, c'est complexe. Là. C'est la même chose pour la nourriture. Thomas d'Aquin dit le péché de gourmandise est un des plus communs parce que c'est pas facile de savoir quand est-ce que tu as trop mangé ou quand est-ce que tu t'es nourri ou quand est-ce... Fait que là, il y a trop fancy aussi. Oui, c'est ça. Trop difficile, trop compliqué. Ou... il y a quelque chose comme ça aussi là, dans la sexualité. Là. Quand est-ce que notre relation était parfaitement chaste ou des choses comme ça? Fait que d'abandonner l'idée de perfection, ça m'a permis d'entrer plus en mode vacances, justement. On aime ça. Ouais, j'aime cette expression, je l'adopte. C'est ça. Puis là, à ce moment-là, c'est possible parce que sinon, là, c'est sec. Mais dans tous les sens du terme. Tu fais bien de le nommer parce que de la même manière que l'Eucharistie, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne, mais on s'entend que des fois, tu vas à la messe puis c'est poète. Là. Ouais, de la même manière que tu nies à ta femme ou à ton mari, puis des fois, c'est bien normal. Puis c'est pas une... C'est pas le grand extase. En fait, tu sais... Je sais pas vous, là, mais en général, il n'y a pas tout le temps des extases. Moi, c'est arrivé, par exemple. Rare, en fait. C'est arrivé, les moments où c'est vraiment super bon. Ah ouais, c'est ça. Moi, je veux pas me vanter, mais c'est arrivé à un moment donné que des feux d'artifice ont parti juste au moment. Ça, c'est vraiment... Ah, wow. Ça, c'est impressionnant. Qu'est-ce que tu veux dire? Des vrais dehors, c'était comme des feux d'artifice en même temps. Non, mais tu sais... Et ça, c'est impressionnant quand ça arrive. Ça, tu vois que c'est l'apothéose de la vie. Je sais pas vous, là, mais la première fois que vous l'avez fait, mais... On dirait que, tu sais, quand t'es jeune, tu attends ça, il me semble que tu penses à ça, puis t'appréhendes ça. Ouais. Là, on dirait que la première fois que tu vis ça, ben, surtout une fille aussi. C'est ça, ou dépend des circonstances, là, tu fais comme, OK, ouais, c'est comme, c'est juste ça, là, tu sais. C'est comme aussi quand on va parler, la chasteté avant le mariage, là, tu vas voir ta nuit de noces, ça va être extraordinaire, puis... Combien de femmes je connais, moi, puis d'hommes, qui leur nuit de noces, c'était bien ordinaire. Ben, tu sais, on est fatigué. C'est ça, ta journée, on n'est pas dans la grosse performance, là. T'as bu de l'alcool, Moi, mon mari avait presque pas mangé, tellement il était comme stressé. Fait qu'il il était comme... En tout cas, il a commandé de la pizza, tu sais, Mais c'est normal, là, c'est comme... Non, mais c'est ça. C'est en vacances. C'est ça, en vacances. Mais tout ça, moi, je trouve que ça nous ramène au point initial de l'émission, c'est-à-dire que si on est toujours dans l'abstraction ou dans les grands principes, puis qu'on parle jamais, si on n'échange jamais en couple de la réalité aussi, des réalités biologiques de base, ou si même l'Église n'en parle jamais, mais comment est-ce qu'on peut s'entraider à traverser ces moments-là? Est-ce que tu dis, est-ce que je suis seule à vivre ça de même? Moi, je trouve que de partager avec d'autres couples, d'aller voir des personnes qui, justement, ça peut énormément aider, puis dédramatiser nos situations, puis on se rend compte que, OK, tout le monde est un peu déçu, non performant. Moi, ça m'avait avec aidé des hauts et des bas, là, finalement. C'est ça, c'est la vie, puis, tu sais, c'est pas, la sexualité, comme si c'était toujours, justement, l'apothéose, tu sais, Moi, c'est une fois un prêtre, là, au début de mon mariage, qui m'avait dit, si tu savais le nombre de femmes qui viennent me voir au début de leur mariage pour dire
finalement, c'est un peu décevant. Là. C'est pas aussi grand, aussi beau, aussi le fun que je m'y attendais. Puis mon mari, je trouve qu'il fait pas bien. Il me dit, il y a beaucoup de femmes qui viennent le voir pour dire qu'ils sont déçues de comment le mari... Bon, ben, il est dit. Puis après ça, c'est aussi d'expérience. Oui, c'est ça qui est maladroit. Puis c'est aussi d'expérience que après quelques années, ils sont bien contentes. Là. Au sens où les choses s'améliorent. C'est pour ça qu'il faut être marié pour la vie. C'est que c'est avec le temps que ça devient bon. Parce qu'elle-même finit par mieux se connaître, puis lui finit par mieux se connaître lui-même. Puis on le dit à l'autre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Mais juste arriver à le dire, là, moi, ça a été tout un défi dans ma vie d'arriver à nommer. Ah non, ça, j'aime pas ça. Ah oui, ça, j'aime ça. Écoute, c'était difficile pour moi, là, puis je sais que je suis pas la seule. Là, d'arriver de vraiment être vrai avec l'autre, là. C'est ça le vrai dénuement, finalement. C'est ça la vraie vulnérabilité, la vraie mise à nu. Finalement, d'être vrai. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu. J'ai dit que, ben je sais pas pour vous, mais nous, on se parle encore en métaphore. Là. Il y a une certaine pudeur, là, je le sais pas. Là, c'est peut-être qu'on est gêné. Là, mais... Faudrait que tu me donnes un exemple. Je sais pas qu'est-ce que tu on utilise, je sais pas. La graine et le... La graine est allée dans le jardin. Ça m'a fait penser au Cantique des Cantiques. C'est biblique, mais je me souviens plus dans quel livre. C'est biblique. Moi, je trouve ça correct. Chaque couple... C'est dans la théologie du corps qui répète toujours ça, la graine va dans le jardin. Vous savez jamais entendu? Je trouve que chaque couple développe sa propre intimité, puis c'est ça qui est beau. Puis... Il nous reste à peine 3 minutes. Tu as parlé des 4 piliers du couple. Brigitte, tu as évoqué, entre autres, la fécondité, l'aspect, mettons, procréatif aussi de l'union sexuelle et l'aspect unitif, c'est assez central dans les enseignements de Jean-Paul II, qui sont, en tout cas, indissociables ou inséparables. Mais c'est vrai, mais c'est pas vrai dans le sens où il y a des fois où le couple s'unit et il n'y a pas de procréation, même naturellement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, cette indissociabilité-là des deux fonctions de la sexualité? Parce qu'on parlait du sens de la sexualité. Là. C'est quoi? À quoi bon? Qu'est-ce que ça donne? À quoi ça sert le sexe? Pourquoi il faut être ouvert à la vie? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire être ouvert à la vie? Pour le dire autrement, oui. Oui, c'est ça. Je dirais, puisque le sens de notre corps, c'est de se donner, ultimement, si on met comme un obstacle qui vient briser ce don-là à l'autre, notre corps est en train de dire « je me donne pas totalement ». Donc, on fait le contraire de ce qu'on dit. C'est ça. Donc, ça vient aussi influencer, comme on le disait, le rapport intérieur qu'on a à l'autre. On voit que même dans notre relation à l'autre, ça brise quelque chose. Ça brise quelque chose vraiment dans le lien entre les... Il n'y a pas un total don de soi. C'est ça. Ouais. Je te prends, mais je n'assume pas complètement les conséquences que ça importe. Laurence? Moi, c'est vraiment pas très poétique, là, mais finalement, toutes les activités ont un but. Là, manger, c'est se nourrir. La bizarrerie avec la sexualité, effectivement, c'est qu'à chaque fois qu'on mange, on se nourrit, mais à chaque fois qu'on a une relation sexuelle, on ne fait pas un bébé. Mais il reste que c'est un peu comme les arbres. Hein, les arbres, quand les hélicoptères tombent, là, c'est pour faire d'autres arbres, puis c'est normal. La nature a prévu que tous les hélicoptères ne donnent pas un arbre, là, et par chance. Là. Il y a quelque chose de semblable, là, tout simplement, avec la vie humaine. Là. La nature a régulé les choses pour que chaque relation sexuelle n'entraîne pas un enfant. Puis on remercie Dieu et la nature pour ça, là, parce que ça serait épuisant. Mais ça enlève pas le fait que l'acte est fait pour ça. Là. Puis moi, ça me fait rire quand j'entends les gens dire que la sexualité serait seulement pour le plaisir. Quelle autre activité humaine est seulement pour le plaisir? Ça n'a jamais de sens. Manger, ça fait plaisir, mais c'est pas pour le plaisir. Ça serait vraiment bizarre de penser que c'est que pour le plaisir qu'on doit manger. Puis c'est bizarre aussi d'imaginer aussi de manger pas pour se nourrir, mais il y en a qui le font. Là. Il y en a qui se font vomir. Là. Pour moi, c'est juste semblable pour la sexualité. Là. C'est de volontairement empêcher que ça puisse être une possibilité, que ça puisse se produire, qu'un bébé advienne. À moins d'un problème de santé grave ou... là, à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas la relation sexuelle, là, normalement. Tu essaies de t'abstenir. Tu essaies de t'abstenir. C'est comme si tu veux manger sans manger. C'est ça un peu, là. Si tu veux manger, tu manges, tu ne te fais pas vomir après. Si tu veux avoir une union, si tu veux avoir une relation sexuelle, c'est ça l'acte. C'est ça l'acte, c'est
que possiblement un enfant en résulte. Le philosophe Fabrice Adjage encourage même les couples à y aller à fond. Hein, c'est son expression. Allez-y jusqu'au bout. En fait, dans le fond, prenez l'acte pour ce qu'il est puis vivez-le complètement dans tout ce que ça implique. Merci à vous trois d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Vous pouvez évidemment poursuivre la réflexion, vous abonner au Verbe en allant sur leverbe.com/abonnement. Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.